Bonjour à tous, petit message avant de commencer cette vidéo. Cette vidéo sera la dernière de ce format-là, c'est-à-dire que les prochaines vidéos seront plus dans un format 5 minutes. Je sais que celle-là va être un peu longue, 23 minutes comme vous l'avez vu, mais je vous promets que les autres seront beaucoup plus courtes. Aussi, j'enregistre avec mon nouveau micro, ce qui signifie meilleure qualité audio pour les prochains épisodes, j'imagine. Et vu que les épisodes seront plus courts, je vais plus m'appliquer au montage. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour à tous. Oui, c'est une nouvelle vidéo. Oui, j'ai un pull de Noël. Et oui, je tourne actuellement sur mon lit parce que j'ai pas d'autre cadre. Mais bon, l'heure n'est pas à ça. L'heure est à la deuxième partie des minéraux. Vous vous souvenez que dans la première partie, on a vu que les minéraux adoptaient certaines formes en fonction de leur arrangement atomique, etc. Bref, si vous avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir juste ici. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. D'abord, comment sont nommés les minéraux et ensuite toute la classification de ces minéraux. Alors tout d'abord, on va commencer par la nomination des minéraux, effectivement. Donc on peut les nommer selon plusieurs choses. Donc soit par l'élément chimique majeur qui les compose, comme par exemple la magnézite pour son riche taux en magnésium, sa couleur comme le turquoise qui est de couleur turquoise, pour ses propriétés physiques comme la magnétite qui a un pouvoir d'aimantation. Donc voilà, le magnétisme, magnétite, vous faites le rapport, je vous laisse tranquille, vous êtes grand. Le lieu où on a découvert par exemple l'Arsburgite qui vient de Harzburg en Allemagne, ou bien du nom d'un personnage célèbre ou de son découvreur, par exemple Luynes qui tire son nom et bien évidemment de René Juste Haüy, on en avait parlé dans le premier épisode. Alors une fois qu'on les a nommés, bien maintenant il faut les classer. Donc la classification utilisée pour les minéraux est la classification de Strunz qui vient de Carl Hugo Strunz. Je ne sais pas si je prononce correctement, après tout c'est de l'allemand et l'allemand on sait que. Donc cette classification va répartir les minéraux en 10 classes. Et pour chacune des classes, je vais nommer un ou deux exemples de minéraux afin d'économiser du temps. Tout d'abord, la première classe, les éléments natifs, donc parmi lesquels on peut compter l'or, le platine, l'argent et bien sûr le carbone. Le carbone qui va pouvoir donner soit du graphite, soit du diamant. Il va donner du diamant quand il cristallise à très grande profondeur sous une grosse pression. Pour la deuxième classe, on a les halogénures, ce qui sont des minéraux qui portent des atomes provenant de la colonne 17, soit l'avant-dernière colonne du tableau périodique des éléments, et qui va regrouper les chlorures et les fluorures. Donc la sous-classe des fluorures, donc ce sont des minéraux qui portent, évidemment comme indique le nom de la sous-classe, des atomes de fluor. Les fluorures se forment le plus souvent en contexte hydrothermal, c'est-à-dire quand de l'eau à très forte température chargée en plein d'éléments va passer dans les roches. Et donc l'exemple le plus connu de contexte hydrothermal, c'est bien sûr les fumeurs noirs, donc ceux qu'on trouve au fond des océans, donc qui crachent de la fumée et bien noire. Dans les fluorures, on va tout d'abord retrouver la fluorite. Donc c'est un minéral qui peut prendre soit une belle couleur verte ou violette, et la couleur violette montre qu'elle a été irradiée. Mais ne vous inquiétez pas, la fluorite n'est plus radioactive, elle a juste été irradiée. C'est-à-dire qu'elle n'émet pas elle-même des ondes radioactives. C'est mieux. Enfin, pour nous. Oui. Dans l'industrie, la fluorite est beaucoup utilisée car on peut en extraire le fluor. Et le fluor qui va évidemment aller dans la fabrication des dentifrices. Et oui. Vous brossez les dents avec des pierres. On va de vous l'apprendre. Moi tous les jours, je me brosse avec un bon morceau de fluorite. Et mon sourire est tout blanc. Sinon la fluorite est très utilisée comme fondant dans l'industrie métallurgique. Un fondant, c'est une matière qui va pouvoir abaisser le point de fusion de certains métaux. C'est-à-dire que certains métaux vont fondre à une température plus basse en présence de fluorite. Et ce processus de fondant est connu depuis l'Antiquité. Ensuite, deuxième sous-classe, ce sont les chlorures qui comportent, comme le nom de la sous-classe l'indique encore une fois, des atomes de chlore dans le minéral. Alors il y a un minéral dans les chlorures que tous les joueurs de jeux en ligne connaissent. Il est assez célèbre. C'est le sel. Non, le sel. Sinon, en langage scientifique, ça s'appelait la halite.
avec un H. Ce qui est intéressant avec la halite, c'est qu'elle possède une cristallisation Hopper, c'est-à-dire que les arêtes vont grandir plus vite que le centre. Deuxième exemple pour les chlorures est la sylvite, qui va juste avoir un atome de potassium à la place de l'atome de sodium par rapport à la halite. La halite et la sylvite se forment dans un contexte évaporitique, c'est-à-dire c'est un milieu où il y a de l'eau de mer qui va s'évaporer. Et ensuite, au fur et à mesure que cette eau s'évapore, les minéraux vont cristalliser. Il arrive que la halite et la sylvite cristallisent au même endroit. Et parfois, elles n'ont pas la même couleur. Donc ça, c'est facile de les différencier. Mais il arrive qu'elles aient toutes les deux la même couleur. Et du coup, pour savoir lequel est lequel, eh bien, on va devoir lécher la roche. Mais oui, en géologie, il n'y a que la lèche qui paye, hein. La halite, comme on appelle plus communément celle de table, va forcément avoir un goût salé, alors que la sylvite laissera un goût amer sur la langue, du fait du potassium qui remplace le sodium dans la formule chimique. Pour finir cet exemple des chlorures, je vous laisse avec l'image de la mine de Yekaterinbourg, où on peut voir une cristallisation tour à tour de la halite et de la sylvite. La sylvite est en rouge et la halite en blanc. L'alternance de couleurs que vous voyez, c'est l'alternance de cristallisation de la halite et de la sylvite. La troisième classe regroupe les sulfures, c'est-à-dire les minéraux qui comportent du soufre dans leur formule et pas d'oxygène. Tout d'abord la pyrite, qu'on peut aussi appeler sulfure de fer plus communément, est un minéral doré qui peut former de très beaux cubes. Son origine peut être multiple, aussi bien dans les roches métamorphiques, magmatiques, sédimentaires ou bien dans les sites hydrothermaux. On trouve même parfois de la pyrite dans les météorites. Son utilisation a été évidemment comme source soit de soufre, soit de fer, mais aussi de récepteurs à pyrite, c'est-à-dire qu'on utilisait de la pyrite pour faire des radios. Les troupes allemandes viennent vers nous. Absolument que je prévienne le général. Allô? Non, c'est pas moi, c'était un pyrite ça. Ah, voilà. Allô, général? Il faut des renforts. Tout de suite. Dans les sulfures, on trouve aussi la galène, qui est un minéral très dense, très lourd, et qui constitue quasiment la seule ressource en plomb de la planète. Bien évidemment, vu que la galène comporte beaucoup de plomb, son exploitation pollue beaucoup l'environnement et va causer une maladie, le saturnisme. Le saturnisme tire son nom de la mythologie romaine, où un dieu, Saturne, était le dieu du plomb. Les Romains ont aussi donné à la planète, aux anneaux Saturne, son nom Saturne, car c'est elle qui bougeait le plus lentement dans le ciel, et vu que le plomb était lourd, on associait cette lenteur au plomb. Sinon on utilise la galène, ce sulfure de plomb, depuis l'Égypte antique, comme teinture noire ou bien comme maquillage que l'on appelle kohl. On enchaîne tout de suite avec la quatrième classe, celle des carbonates. Comme le nom de la classe l'indique, les carbonates regroupent les minéraux qui contiennent du carbonate dans la formule CO3. Et comme exemple le plus fameux, c'est la calcite qui constitue majoritairement les calcaires. Donc les calcaires qui sont des roches sédimentaires. La calcite, au contact de l'acide chlorhydrique, HCl, va développer une effervescence. Il va y avoir une réaction qui va libérer du CO2 et ronger la calcite. Dans l'industrie, elle sert notamment à produire des engrais ou bien comme fondant, c'est-à-dire à baisser la température de fonte des métaux. Ce qu'il y a de super intéressant avec un cristal de calcite transparent, c'est que si on le pose sur une feuille de papier où il est écrit quelque chose, eh bien ce qui est écrit va être divisé en deux. Ça relève de la biréfringence du cristal, c'est-à-dire que le rayon de lumière qui va pénétrer dans le cristal va être divisé en deux. La cinquième classe des minéraux sont les phosphates. Ce sont des minéraux qui portent dans leur formule chimique le radical PO4. Comme l'exemple dans les phosphates, il n'y a que l'apatite qui est vraiment intéressant, car c'est le seul minéral phosphaté qui constitue de lui-même des roches entières, des phosphorites. C'est l'apatite qui constitue nos os et nos dents. Et oui, les minéraux sont partout. Partout. L'apatite est très difficile à différencier du béryl, et c'est pour ça qu'on l'a nommé ainsi, parce que ça vient du grec ancien apatos, qui veut dire trompeur. Sixième classe, wouh! Les sulfates constituent la sixième classe. C'est ceux qui ont comme radical dans leur formule chimique SO4. Il y a des centaines d'espèces de sulfates, mais je vais en parler que de la plus courante, c'est le gypse. Le gypse peut se former dans deux contextes, donc soit un contexte évaporitique,
dans les milieux tropicaux secs et chauds, soit en milieu hydrothermal, où alors là il formera des filons dans la roche. Le plus célèbre exemple de filon de gypse est sans nul doute celui de Naica au Mexique, où on peut voir des cristaux de gypse géants. Ce qu'il y a d'intéressant avec le gypse, c'est qu'il peut se cristalliser en plusieurs formes. Donc soit en fer de lance, car ça ressemble à la pointe en fer d'une lance, ou en rose des sables. Il y a une légende qui raconte que les gypses roses des sables est en fait de l'urine de chameau qui a cristallisé du fait notamment, qu'on les trouve dans le désert. C'est pas de l'urine de chameau. Durant l'Antiquité, le gypse était utilisé comme vitre vu qu'il était assez translucide selon les textes de Pline l'Ancien. On est parti pour la 7ème classe, les oxydes. Les oxydes regroupent tous les minéraux qui ont de l'oxygène dans leur formule chimique, mais de l'oxygène qui s'associe avec un autre atome qui est moins électronégatif que lui. Je saurais pas trop l'expliquer, mais c'est ce que j'ai lu. Voilà. Comme exemple, on a les spinels qui sont de l'oxyde d'aluminium et de magnésium et qui sont utilisés en joaillerie car ce sont des pierres fines. On trouve principalement les spinels dans les calcaires qui ont subi différentes pressions et températures au cours de leur vie, mais aussi dans les roches lunaires et les météorites. Les spinels forment une famille car il existe différentes espèces de spinels en fonction de leur formule chimique. Ce minéral est à l'origine de beaucoup d'arnaques dans le monde de la pierre précieuse. Par exemple, un spinel de formule MgAlO4 est de couleur rouge, et donc on le confond facilement avec un rubis pour quelqu'un qui ne connaît rien. C'est pourquoi souvent on vend un spinel rouge sous l'appellation rubis, pour se faire de la thune. Donc comme deuxième exemple, on a le corindon qui est un oxyde d'aluminium que l'on va trouver principalement dans les roches métamorphiques ainsi que les roches magmatiques pauvres en silice. Le corindon va aborder une couleur différente en fonction du nombre d'atomes de chrome présents dans son cristal. En effet, en fonction du nombre d'atomes de chrome présents dans le cristal, la lumière va être déviée différemment et donc arriver vers notre œil avec une longueur d'onde différente, modifiant ainsi la couleur du corindon qu'on peut voir. Le corindon qui va avoir une couleur rouge va s'appeler rubis, et un corindon avec une autre couleur que le rouge va s'appeler saphir. Et oui, le saphir n'est pas que bleu. Il y a quelques instants, je vous parlais de l'arnaque avec des spinels rouges vendus sous l'appellation rubis. Et bien la différence que l'on va pouvoir faire entre un vrai rubis et un spinel rouge va être la dureté du minéral. Le rubis sera plus dur que le spinel. Maintenant, on va parler de la 8ème classe, celle des borates. La classe des borates, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais je me devais de respecter la classification de Strunz, donc je vais le faire quand même. Le seul exemple des borates que j'ai trouvé, c'est celui qui me parle le plus, c'est la carnite. La grenouille! Tout doucement, moi je veux respirer ce parfum dans ton cou. Donc la carnite, c'est un minéral secondaire. En fait, la carnite, c'est un peu le mec que t'as pas vraiment invité chez toi, puis qui se ramène, ta fête, qui prend tous les atomes de bord, et en fait qui va jarter tes autres potes qui étaient là. Voilà. Bon, sinon il est exploité industriellement pour forcément ces atomes de bord, mais c'est tout. Ouais. L'avant-dernière classe est celle des minéraux organiques, c'est-à-dire des minéraux constitués d'atomes de carbone, d'azote ou d'hydrogène. Premier exemple, c'est l'ambre. Donc l'ambre, c'est le résultat de résine fossilisée que l'on appelle isoprène. Ensuite, cette isoprène, avec la pression et la température, elle va se polymériser pour former de l'ambre solide. Et comme vous le savez, tout ce qui tombe à l'intérieur de la résine et après qui se transforme en ambre est conservé plus ou moins parfaitement. Comme deuxième exemple, on a le copal qui est similaire à l'ambre, quoique un peu plus clair. En fait, la différence entre l'ambre et le copal va rester dans l'état de polymérisation. Le copal est qualifié de jeune ambre car son stade de polymérisation va être beaucoup moins avancé que celui de l'ambre. Ces deux minéraux organiques sont utilisés dans la joaillerie, encore une fois, pour former de belles pierres. Mais attention à ne pas confondre de l'ambre avec du vulgaire plastique. Je vais finir par la dernière classe, et de loin la plus complexe, c'est celle des silicates. C'est la plus complexe en effet car il y a 6 sous-classes de silicates. Ces 6 sous-classes
se différencient en fonction de comment les tétraèdres de silice vont s'arranger entre eux. Je ne vais pas en parler ici, je ne peux pas détailler, peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas. Du coup, vu que c'est la plus complexe, je vais citer pas mal d'exemples ici. J'en ai pris 6 et oui, je vais prendre un exemple par sous-classe de silicate. On commence tout de suite les exemples avec l'olivine qui a été nommée par l'allemand Abraham Gottlob Werner par sa couleur olive, vert olive. L'olivine n'est pas un minéral à proprement parler car elle va osciller en fonction de sa composition entre deux pôles purs, la fayalite et la forstérite. Seule la forstérite est utilisée en joaillerie car c'est une pierre fine. On va trouver de l'olivine en masse dans les péridotites, les roches qui forment le manteau terrestre. Deuxième exemple, ce sont les grenats qui prennent plusieurs couleurs et plusieurs formes en fonction des atomes qui les composent. Les grenats sont surtout utilisés dans le domaine de la joaillerie une fois taillés. Son appellation est prononcée pour la première fois en 1270 par le philosophe allemand Albert le Grand. Il l'a appelé Malum granatum qui signifie pomme à grain ou grenade. Le fruit, hein, pas la... Ah, je préfère ça. De par sa couleur et sa forme en grain. Le grenat qui contient du magnésium que l'on appelle pyrope est utilisé dans l'industrie comme abrasif, c'est-à-dire comme du papier de verre. J'ai choisi comme troisième exemple le béryl qui est cité pour la première fois en 77 après Jésus-Christ dans l'histoire naturelle de Pline. Le nom du béryl vient du grec bérylos qui veut dire cristal à la couleur de l'eau de mer. C'est beau. Les béryls, comme les grenats, vont changer de nom et de couleur en fonction de leur composition chimique. Par exemple, le béryl vert, que l'on appelle émeraude, tire sa couleur verte des atomes de chrome ou de vanadium présents dans sa maille cristalline. Et vous vous doutez bien que le béryl vert est utilisé beaucoup en joaillerie. Outre cela, le béryl est utilisé beaucoup dans l'industrie électronique pour le beryllium qu'il contient. Et oui, le nom de l'atome beryllium est tiré du minéral le béryl. Pour le quatrième exemple, j'ai choisi une grande famille de minéraux que sont les amphiboles. Découverte en 1797 par René Juste Haüy, encore lui. Son nom vient du grec amphibolos, qui veut dire ambigu. On va trouver des amphiboles dans les roches magmatiques, plutoniques ou métamorphiques, et on va pouvoir les classer en 3 groupes. Les amphiboles calciques, donc qui contiennent des atomes de calcium, des amphiboles ferromagnésiennes qui contiennent des atomes de fer et de magnésium, ainsi que des amphiboles sodiques qui contiennent des atomes de sodium. Certaines amphiboles sont appelées amphiboles fibreuses, c'est-à-dire que c'est plein de minéraux qui vont former des petits brins reliés les uns aux autres. Ces amphiboles fibreuses, plus communément appelées amiantes, ont beaucoup été utilisées par l'homme, notamment l'amphibole bleu, comme certains le savent, a été utilisé en construction jusqu'à la fin des années 80-90, puis interdite, car comme vous le savez, l'amiante est hautement cancérigène. Les autres utilisations des amphiboles fibreuses se limitent à la fabrication de vêtements résistants au feu ou bien à la protection de câbles électriques. Cinquième exemple des silicates, ce sont les micas que l'on va classer en 2 familles, les micas blancs et les micas noirs. Pour les micas blancs, le plus célèbre d'entre eux est la biotite, et pour les micas blancs, c'est la muscovite. La muscovite tire son appellation de la traduction de Vitrum muscoviticum, qui veut dire verre de Moscou, car il était très utilisé pour la fabrication des vitres à Moscou. Bon, par contre, pour la biotite, on lui a pas vraiment trouvé d'utilisation. Tu resteras à jamais dans mon cœur, biotite. Et pour le dernier exemple des silicates, j'ai choisi l'épidote. Donc l'épidote a été découverte par... Oh non. Non. Pas lui. Pas lui. Okay, fuck it, I lied, it's mineralogy. What you gonna do? What?
Here comes the new challenger! Happy feet, wombo combo. That ain't Falcon. L'épidote, je disais, qui a été découverte par le célèbre René Juste à 8, peut former des cristaux allant jusqu'à 35 cm. Et la variété la plus connue d'épidote est la pistachite, célèbre pour sa couleur jaune-verte, comme les pistaches. Pour l'étymologie, l'épidote vient encore du grec. Oh non, pas encore, faites chier. Vous, le professeur d'histoire romaine, vous avez dit à plusieurs reprises, et notamment il y a plusieurs années dans la revue Le Débat et encore lors de toute la polémique sur l'école, que au fond, apprendre le latin et le grec, ça ne servait pas à grand-chose, pas grand-chose. Are you sure about that? Cause you don't feel, don't let them know. Well, now let it know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. Cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears and Bref, l'épidote vient du grec épidosis, qui veut dire qui a reçu un accroissement. On l'utilise beaucoup en joaillerie car l'épidote est... J'en ai marre, je vous laisse. Des plus grands joailliers de France, pas n'importe lesquels, ceux de la place Vendôme à Paris. Vous allez voir que ce sont dans les mains de ces artisans que les diamants, les rubis, les saphirs et autres émeraudes du monde entier révèlent tout leur éclat. Et cela depuis plus de 2 siècles. L'épidote est utilisée en joaillerie car c'est une pierre fine. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu.